Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition du journal. Immense cortège cet après-midi dans les rues de Rabat pour les obsèques de Hassan II. Des centaines de milliers de Marocains ont suivi la dépouille mortelle. Dans le cortège marchaient également des chefs d'État et de gouvernement. Pour les 29 millions de Marocains, dont 6 sur 10 ont moins de 18 ans, c'est désormais une transition apparemment tranquille qui s'amorce. Après Gene Kelly et Greg LeMond, un troisième Américain à Paris, Lance Armstrong remporte l'édition 99 du Tour de France. Après une victoire sur les Champs-Élysées de l'Australien McEwen devant l'Allemand Zabel. Un tour plébiscité par les spectateurs et par les téléspectateurs de France Télévisions, mais hanté par la question du dopage. Craint mais critiqué de son vivant, Hassan II, monarque et chef religieux, a été inhumé, vénéré par ses sujets. Des centaines de milliers d'entre eux lui ont rendu hommage cet après-midi sur les 3 kilomètres qui séparent le palais royal du mausolée où a été transportée sa dépouille et où elle reposera auprès de celle de son père, Mohamed V. Récit de ses obsèques, Bertrand Coq. La tradition dynastique de la monarchie alaouite veut que le fils aîné succède à son père. L'une des premières charges du nouveau roi Mohamed VI aura été de porter le cercueil de son père dans une des salles du palais royal. C'était avant le début de la cérémonie cet après-midi pour un dernier hommage aux disparus. S'est incliné le président Clinton, le président Chirac, Arafat le palestinien, Moubarak l'Égyptien, le roi d'Espagne, quelques-uns de la trentaine de chefs d'État et de têtes couronnées présents à Rabat. Dehors, la foule attend, des dizaines de milliers de Marocains, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Pour la plupart, ils n'ont connu qu'un seul roi, Hassan II, seigneur et père de ses sujets, selon la perception que les musulmans ont de leur souverain. Peu après 17 h, le cortège s'ébranle. Un carrosse précède la Jeep qui porte le cercueil. Devant, les serviteurs du palais, place maudit des louanges. Derrière, les hommes de la famille royale et les invités. Par l'avenue Mohamed V, par la vieille ville, 38 ans d'un règne sans partage passent sous le soleil de Rabat, au pas de 4 chevaux blancs. Plus d'1 heure de marche. Toute la journée, la foule s'est tenue au calme et à la patience auquel l'exhortait son nouveau roi dès vendredi soir. Derrière le corps du roi, il se fait des rapprochements lourds de sens politique et de promesses pour l'avenir. Yasser Arafat va soutenu par le président israélien Weizmann. Le nouveau président algérien Abdelaziz Bouteflika renforce par sa présence une volonté de paix entre l'Algérie et le Maroc, longtemps voisins ennemis. Peu après 19 h, le cortège porté par la foule touche au mausolée Mohamed V, construit par Hassan II pour son père, et dont une aile de marbre blanc lui est aujourd'hui destinée. L'inhumation va se faire rapidement, dans la prière et le recueillement. Ce soir, le Maroc et ses 29 millions d'habitants sont à la croisée des destins, entre tradition et modernité. Une époque s'achève, demain n'est pas sûr, mais aujourd'hui les Marocains et leur nouveau roi de 25 ans n'étaient pas seuls pour tourner la page. Mohamed VI est né en 1963, il a donc 36 ans. Sous un soleil de plomb, des dizaines de milliers de personnes ont finalement réussi à déborder les cordons et les barrières de sécurité pour essayer de se joindre au cortège. Pourtant, 37 000 hommes des forces de l'ordre marocaines sont mobilisés. L'émotion que l'on a pu ressentir sur place cet après-midi illustre ce lien singulier qui existe au Maroc entre le monarque et ses sujets. Reportage Pascal Golomer, Olivier Robert. 2 heures, 10 heures, certains sont même là depuis 2 jours, chassant le moindre centimètre carré encore libre, devant cette porte des ambassadeurs qui donne accès au palais royal. Une attente interminable, insupportable parfois, les plus fragiles sont évacués, évanouis sous le coup de la chaleur. Mais pour rien au monde, il ne voudrait manquer cet ultime adieu au roi. Et puis le cortège enfin qui appuie, la clameur enfle au passage du carrosse que l'on distingue de loin. L'heure n'est pas au recueillement, mais à la manifestation populaire, canalisée avec soin. Tout au long des 3 km du parcours, les mêmes cris. C'est la catastrophe, on a perdu notre père.
C'est le père du monde, c'est le père du monde islamique, les Arabes, tous les Arabes. On a perdu une grande... Personne aujourd'hui le long des murs de la Médina ne voudra parler du bilan du règne d'Hassan II, ni des problèmes sociaux ou politiques qui restent posés. Une journée de deuil, une journée d'adieu, un adieu populaire avant de laisser le cortège pénétrer dans l'enceinte du mausolée où l'attendent les grands de ce monde. Les grands de ce monde, dit Pascal Golomer, par leur présence, les chefs d'État et de gouvernement présents aujourd'hui à Rabat ont non seulement marqué une solidarité entre grands, mais ont aussi voulu rendre un hommage au rôle pivot joué par Hassan II au Proche-Orient, dans les relations entre l'Occident et le monde arabe, enfin à sa façon de contenir l'intégrisme islamique. Par ailleurs, la présence du président algérien a été particulièrement remarquée, alors que le conflit du Sahara occidental a détérioré les relations entre l'Algérie et le Maroc. Abdelaziz Bouteflika a eu, en marge de cette cérémonie, un entretien sans précédent avec le Premier ministre israélien Ehud Barak. Pour Jérusalem, la rencontre que vous voyez sur ces images a été émouvante et amicale. En substance, l'Algérien a proposé son aide à l'Israélien pour changer le futur du Moyen-Orient en vue d'une paix juste. Le Syrien Hafez el-Assad a lui finalement renoncé à faire le déplacement, privant ainsi les États-Unis d'une rencontre qu'il souhaitait avec le Premier ministre israélien. En direct maintenant avec nous de Rabat, Philippe Rochaud, alors que Philippe, la cérémonie se poursuit avec les condoléances qui sont actuellement données au roi Mohamed VI. Oui, absolument. Nous sommes ici sur le toit, sur la terrasse du mausolée Mohamed V. Et comme vous le voyez, la cérémonie est terminée. Le roi est sorti et reçoit les condoléances et les hommages aussi, à la fois des dignitaires du régime, bien sûr, et à la fois de toutes les délégations qui sont présentes ici. Donc on a vu passer tout à l'heure le président Chirac ainsi que notre ministre des Affaires étrangères, monsieur Hubert Védrine. Je crois que c'était un instant très important. Cela va durer encore jusqu'à la tombée de la nuit, tellement il y a de délégations, tellement il y a de personnalités qui veulent saluer et qui ont même applaudi tout à l'heure le roi Mohamed VI lorsqu'il est sorti du mausolée après avoir mis en terre son père à côté du roi Mohamed V. Philippe, s'il vous fallait retenir un moment ou une image de cette cérémonie cet après-midi, quelle serait-il, quelle serait-elle ? Écoutez, moi je crois que c'est lorsque le roi Mohamed VI, avec son frère le prince Moulay Rachid, a soulevé le cercueil de son père, et puis aussi ce carrosse rouge et or avec ses chevaux qui montre que finalement le Maroc reste très attaché à ses couleurs, à ses traditions qui font aussi sa réputation sur la scène internationale, et que finalement ce pays reste aussi attaché à la monarchie malgré tous les soubresauts qui secouent régulièrement la royauté hachémite. Alors Philippe, justement, une dernière question. Il y avait beaucoup de monde dans la rue cet après-midi. Je soulignais tout à l'heure le lien singulier qui existe entre le monarque et son peuple. Est-ce que vous confirmez cette présence populaire massive ? Absolument. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose comme 2 millions de personnes. C'était très difficile d'accéder ici à ce mausolée. Il fallait y aller à pied, 3 kilomètres dans la ville. Toutes les entrées de la cité de Rabat étaient obstruées par les autobus, les voitures. Tout le monde voulait à la fois saluer le roi Hassan II dans son dernier voyage et puis aussi présenter ses hommages, ses condoléances au nouveau souverain Mohamed VI. Donc je crois que le nouveau souverain prend un nouveau départ puisque jusque-là, il avait vécu dans l'ombre de son père et que finalement les Marocains le connaissaient encore assez peu puisqu'il était quelque peu écrasé par la personnalité très forte du roi Hassan II. Voilà, merci Philippe pour ces précisions. On vous retrouvera à la fin de ce journal alors que, on l'a vu sur ces images, les condoléances se poursuivent. En France, la communauté marocaine est forte d'approximativement 600 000 personnes. Les sources varient. Plusieurs réunions étaient organisées également à Paris et dans plusieurs villes de province. Reportage à Évry, Géraldine Dalbas-Morenas, Marianne Mas, Éric Gorgeot. Ils sont arrivés petit à petit, les uns après les autres, dans cette mosquée d'Évry, une mosquée construite grâce à Hassan II. Tous avaient choisi de vivre ensemble ces moments de deuil pour communier, mais surtout pour tenter de recréer une atmosphère la plus proche possible de celle du pays. On a voulu se rassembler, on a fait un petit peu, on a appelé un peu tout le monde pour que tout le monde vienne ici, on se donne tous rendez-vous pour se retrouver et pour essayer de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais essayer de vivre ce qui se passe là-bas, mais ici en France. Depuis plusieurs heures, ils ont les yeux rivés sur cet écran où sont retransmises en direct les obsèques du roi Hassan II. Difficile pour beaucoup de retenir leurs larmes et toujours ces mêmes mots, ce même hommage. Donner une
une très bonne éducation à tous les Marocains et toutes les Marocaines. Vraiment, c'était un choc pour nous. D'autres ont préféré vivre cette cérémonie dans l'intimité. À Lille, la famille d'Enmati a fermé exceptionnellement la boucherie pour suivre la retransmission des obsèques à la télévision. Quelques prières, un ultime salut. Nous vivons la même tristesse aujourd'hui, la même douleur que les Marocains au Maroc aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Marocains de France ont suivi cette cérémonie dans un même recueillement, une même prière. La tâche qui attend maintenant le prince héritier Sidi Mohamed Ben Hassan, autrement dit Mohamed VI, est immense. Il reste relativement méconnu des Marocains, même si ces dernières années et ces derniers mois, son rôle public s'était considérablement accru. Philippe Rochaud, Philippe Louzzi. 9 h ce matin au mausolée de Mohamed V à Rabat. Les Marocains se sont éveillés avec un nouveau roi qui porte donc le prénom de son grand-père et pour lequel les dignitaires du pays ont prêté allégeance. Mais les gens nous affirment qu'ils connaissent le nouveau souverain Mohamed VI et qu'il est proche du peuple. Durant le mois de Ramadan, il est sorti dans la rue, il a approché toutes les couches sociales de la population. C'est une personne extraordinaire, aussi extraordinaire que son père. À midi, les militaires occupent la rue, 30 000 hommes réquisitionnés pour ses obsèques. Le nouveau souverain Mohamed VI sait que par 2 fois son père a dû affronter une fraction de l'armée, mais les gens le présentent comme un homme ancré sur la réalité des problèmes de son pays. Évidemment, ils le connaissent bien parce que il a grandi avec nous déjà, on est de la même génération et on le voit partout dans les activités, mais c'est vrai dans l'ombre de son père, mais il est quand même assez présent. Autour de sa résidence, quand il était encore prince héritier, il y avait pas mal de gens qui venaient de partout du royaume pour lui faire part de leurs doléances notamment et il s'investissait personnellement pour régler un certain nombre de problèmes. À 14 h, des centaines de milliers de Marocains déferlent sur la cité pour suivre les obsèques du roi Hassan II, mais aussi pour réaffirmer leur soutien à la monarchie et donc au successeur du souverain défunt, Mohamed VI. La communauté juive marocaine, quelques 4 à 5 000 personnes qui vivent parmi ces 30 millions de musulmans, affirment son respect pour le nouveau souverain. Il a fait des stages à la communauté européenne auprès de Jacques Delors. Il a fait des études en arabe très poussées. Il connaît les 4 langues, l'arabe, le français, l'espagnol et l'anglais de la manière la plus parfaite. Et il a suivi son père dans toutes ses activités quotidiennes. Pas une réunion, pas une audience ne s'est faite sans sa présence. Il était là, assis à côté de son père, au début derrière son père, debout, et il écoutait. À 15 h, les délégations du sud marocain, du Sahara, arrivent au mausolée pour la grande prière. Elles aussi nous disent qu'elles font confiance au nouveau roi pour que le Sahara reste marocain, mais qu'elles souhaitent que le rapprochement avec l'Algérie, entamé par Hassan II, puisse continuer aussi sous Mohamed VI. Au moins 4 défis attendent le nouveau souverain. L'analphabétisme qui touche un Marocain sur 2 et 9 femmes sur 10 à la campagne. Le gouffre qui sépare les villes de certaines campagnes sans eau ni électricité. La lutte contre la drogue. Le Maroc est le premier exportateur mondial de cannabis. La corruption aussi jusqu'au plus haut niveau du pouvoir. Face à ces chantiers, un jeune homme seul, écrasé jusqu'ici selon certains témoignages par la personnalité et la sévérité de son père. Maryse Burgot. Un enfant dans un monde d'adultes. Nous sommes en 1974. Le prince héritier du Maroc, Sidi Mohamed, représente son père aux obsèques de Georges Pompidou à Paris. Un jour, cet enfant sera roi. Le fils aîné d'Hassan II n'est donc évidemment pas un écolier comme les autres. Il imagine déjà les années de règne qui l'attendent. C'est d'avoir plusieurs millions d'habitants sous sa responsabilité. Oui, sa responsabilité. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est très grand. C'est très difficile aussi comme métier. Sidi Mohamed étudie au collège royal dans l'enceinte même du palais. Autour de lui, des élèves brillants mais de conditions modestes, sélectionnés aux 4 coins du royaume. Hassan II ne veut pas que son fils soit coupé du peuple. Hassan II est un père autoritaire, c'est dans son ombre omniprésente que va grandir Sidi Mohamed. Les parents conseillent toujours leurs enfants et savent parce que ce sont leurs enfants, ils les connaissent depuis qu'ils sont enfants, ils pensent et ils savent ce qu'ils devraient faire.
Une gouvernante française a été chargée par Hassan II de suivre l'éducation du prince héritier. Sa Majesté tient à ce que le prince suive tous les cours qu'il a en ce moment au collège et il commence à 7 h le matin et il termine à 8 h le soir. Docteur en droit international, maîtrise de l'arabe, de l'anglais, du français et de l'espagnol, Sidi Mohamed a certes étudié, mais son père l'a longtemps cantonné à des rôles très protocolaires. Alors aujourd'hui, cet homme célibataire et sans enfant est en fait une énigme. Les Marocains, tout comme les grands de ce monde, le connaissent finalement assez mal. Jacques Chirac le recevait récemment à Paris à l'occasion des préparatifs du défilé du 14 juillet. Selon lui, le nouveau roi Mohamed VI est un démocrate et pas cet homme assoiffé de pouvoir que décrivent certains. J'ai pour lui une grande estime et j'ai surtout la certitude qu'il est en mesure d'assurer la continuité, de poursuivre l'œuvre de rénovation engagée par le roi Hassan II. Ces images datent des funérailles du roi Hussein. Le nouveau souverain de Jordanie, Abdallah II, s'y entretient avec Sidi Mohamed. C'est après le long règne de leurs pères respectifs que ces deux hommes jeunes prennent aujourd'hui le pouvoir dans leur pays. Il leur faut maintenant s'affranchir de cet héritage tout en assurant la continuité de leur dynastie. Mohamed VI est aussi désormais le nouveau commandeur des croyants. Son père était descendant du prophète Mahomet par sa fille Fatima et son cousin et gendre Ali. Ce titre est inscrit dans la constitution marocaine. Il assure donc un rôle de gardien de l'islam sunnite. Caroline Lodrin. Ils n'applaudissent pas seulement le roi, ils reconnaissent en lui le commandeur des croyants. Un titre religieux qui existe depuis le commencement de la dynastie marocaine en 1635. Le temporel et le spirituel sont alors indissociables de la fonction de monarque. À lui de gouverner, mais aussi de veiller au respect des traditions islamiques. Dans cette conception traditionnelle de la monarchie marocaine, Hassan II fait figure de conservateur. Il a par exemple imposé la prière dans les écoles, le respect du jeûne pendant le ramadan. En revanche, il a toujours veillé à se démarquer d'une interprétation religieuse poussée à l'extrême. Je me sens frère de tout musulman qui dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et le prophète Mahomet est le sien, mais à partir du moment où par leur comportement agressif, non tolérant, non progressiste, non prospectif, se mettent à défigurer ou à vraiment à raccourcir tous les jours la longueur des pieds de cette religion, je ne me sens pas très frère d'eux. Au début de son règne, il avait fait la promesse d'édifier sur l'eau un immense lieu de prière à la gloire du prophète. Le 30 août 1993, il inaugurait la mosquée de Casablanca, considérée comme le sommet de sa politique d'affirmation de l'islam. Il a su parfaitement manier ces données de ce qui était essentiel dans la foi de l'islam et en même temps incarner cette ouverture qui est caractéristique de l'islam tel que nous le disons ici à la mosquée de Paris. Sa légitimité religieuse a permis tout au long de son règne de maintenir à distance les islamistes du pays. En lui succédant, son fils Mohamed VI hérite de tous ses titres. Au nouveau roi de devenir à son tour commandeur des croyants. En Israël, ces obsèques ont été également particulièrement suivies. 1,5 million d'Israéliens sur les 6 millions d'habitants que compte le pays sont originaires du Maroc. Cette communauté portait donc le deuil d'un roi qu'elle considérait comme le sien. France 2 Jérusalem, Charles Anderlin. Symbole des nouvelles relations entre Israël et le Maroc, ce restaurant à Jérusalem. Il a ouvert ses portes il y a moins de 4 ans. Ilan Siboni, qui est originaire du Maroc, a décidé de marquer le deuil de Hassan II. Ces bougies du souvenir sont une tradition juive. C'est bien grâce à Hassan II qu'il y a 6-7 ans, je suis retourné au Maroc pour ma première visite. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé le Maroc, je me suis réconcilié avec le Maroc et j'ai décidé d'ouvrir un restaurant marocain à Jérusalem. Et Ilan a envoyé un télégramme de condoléances au roi Mohamed VI. Le souvenir de votre père restera gravé dans nos cœurs à jamais. Le premier à avoir reconnu l'État d'Israël, il a su garder pour ses fils en Israël la chaleur et la générosité d'un visionnaire. Et je crois que c'est comme ça vraiment que nous le ressentons.
c'était quelqu'un qui a choisi le chemin de la paix et le chemin de la réconciliation. À Ashdod, au sud de Tel Aviv, dans le centre commercial israélo-marocain inauguré vendredi dernier, des passants viennent signer un livre de condoléances. Hassan II avait envoyé une 60aine d'artisans marocains décorer ce bâtiment. L'opposition victime de la répression de Hassan II met beaucoup d'espoir dans la transition apparemment tranquille qui vient de s'amorcer. Abraham Serfati, expulsé en 1991 du Maroc après une très longue peine de prison, se refuse à critiquer le régime et laisse son jugement à l'histoire. Il appelle les Marocains à s'unir derrière le gouvernement du socialiste Abderrahmane Youssouffi et espère de l'époque qui s'annonce encore plus de démocratie pour son pays. Pour lui, ce qu'il attend du nouveau roi, c'est une autorisation de rentrer chez lui. Bernard Lebrun, Jacques Gérard. Le vieux militant porte un polo noir, mais ce n'est qu'une coïncidence. Il n'a pas pris le deuil. À 73 ans, Abraham Sarfati et son épouse vivent paisiblement dans ce petit coin de Champagne, leur exil en France depuis 1991. Expulsé il y a 8 ans du Maroc, après 17 années de prison pour motifs politiques, le plus célèbre exilé marocain tenait pourtant à garder le silence jusqu'aux obsèques d'Hassan II. Pour une raison élémentaire qui est le respect des morts. Quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez appris la nouvelle? Qu'une page est tournée, essentiellement. Je n'ai ni rancœur, ni joie, ni douleur. Une page est tournée. Et quant à la personne de Hassan II, c'est l'histoire qui jugera. Grande militante des droits de l'homme, Christine Dor Sarfati a immédiatement repris son combat pour le retour au pays. Et je voudrais tellement qu'il rentre que, bon, voilà. C'est l'espoir qui est revenu tout de suite. Bon, un espoir qui a été tellement douché que je le tiens en main, si je peux dire. Ouais. Je me laisse pas... Je ne veux pas me laisser emballer, voilà. Si le nouveau roi veut donner un signe tout de suite, il faut qu'il vous autorise à rentrer. Est-ce que c'est pas le premier signe que tout le monde attend? Peut-être pas le premier, mais un des premiers signes, je pense, oui. Pas pour moi, mais je le dis en fonction non seulement de ce que l'on dit à l'étranger, mais ce que disent tous les hommes politiques et défenseurs des droits de l'homme dans la société marocaine. Les Serfati ont suivi avec émotion les cérémonies à la télévision et Abraham refuse de voir aujourd'hui dans le défunt son bourreau d'hier. Non, non, non. Moi, je ne considère pas Hassan II comme mon bourreau. J'ai mené une lutte politique, je savais les risques que j'assumais. Je n'attendais pas autre chose de l'adversaire, littéralement, qui n'était pas que Hassan II en tant qu'individu, qui était tout un système, toute une mafia de tortionnaires, de services secrets policiers qui défendaient leur emprise sur le pouvoir. Bon, voilà, je ne dis pas mon bourreau. Meurtri dans son corps par des années de détention, Abraham Serfati attend avec espoir de parcourir demain les 2500 km qui le séparent de Rabat. Arrêtons-nous maintenant sur les relations franco-marocaines. Elles ont parfois été difficiles. 2 exemples. Jacques Chirac, visiblement ému, disait il y a 48 heures son immense peine. François Mitterrand, quelque temps après son arrivée au pouvoir, avait qualifié Hassan II d'inutilement cruel. Il y a donc eu dans le couple Paris-Rabat de sérieux moments de tension. Laurent Hakim. Nous lui avons tous donné le 14 juillet dernier un grand moment d'émotion, de bonheur, de fierté, lorsqu'il a assisté au défilé du 14 juillet. Le dernier cadeau de la France au souverain marocain, le défilé de sa garde royale à Paris. Des relations franco-marocaines qui n'ont pas toujours été au beau fixe. Au début de son règne, le souverain en proposait une définition. Paris est toujours demeuré, tant sur le plan officiel que sur le plan privé des Marocains, comme étant une sorte de cour d'appel à la liberté, à la fraternité et à la compréhension. 1965, 4 ans après l'accession au trône du roi, Paris et Rabat sont déjà au bord de la rupture avec l'affaire Ben Barka. Hassan II affirme ne pas être mêlé au kidnapping et à la disparition de l'opposant marocain à Paris. De Gaulle a des mots très durs, les rapports sont brouillés. Les Français et les Marocains n'ont pas fait beaucoup d'erreurs à part l'affaire Ben Barka,
qui pendant des années a empoisonné les relations, car elles étaient très éloignées, très rompues, et qu'il a fallu, du temps de Georges Pompidou, j'en parle parce que j'y étais, vraiment ramer pour arranger les choses. Avec Valéry Giscard d'Estaing, à partir de 1974, le ton redevient cordial et même amical. La France soutient le Maroc dans la crise du Sahara occidental. Hassan II sait remercier celui qu'il appelle son copain Valéry. Dès 1981, François Mitterrand change la donne. Au sommet africain de La Baule, en 1990, son discours sur les droits de l'homme provoque de nouvelles tensions avec le roi. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Les relations d'État sont les relations d'État. Quand François Mitterrand est devenu président de la République, il a bien été obligé d'accepter le roi, comme le roi a bien été obligé d'accepter François Mitterrand. Au cours de ces années 90, les choses s'enveniment encore. D'abord un livre réquisitoire de Gilles Perrault, puis l'accueil en France de l'opposant Serfati. Enfin, la polémique sur l'expulsion de France d'un autre écrivain et adversaire, Moumen Diouri. Le pouvoir français, que ce soit de gauche ou de droite, pour moi c'est la même chose. Ils ont toujours soutenu un régime de dictature au Maroc. Jacques Chirac bénéficiait de son amitié avec le roi. Lionel Jospin inaugurait il y a 2 ans le sommet franco-marocain. Dès lors, la France profitait de la cohabitation pour apaiser les vieilles rancœurs. Voilà, retournons à Rabat pour retrouver en direct Philippe Rochaud alors que la cérémonie s'achève. Oui, vous êtes à l'antenne, Philippe. Vous m'entendez ? Oui, la cérémonie est terminée, Philippe, mais elle va continuer au Palais Royal où le roi va continuer de recevoir les condoléances et les hommages des différentes personnalités politiques qui sont ici. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que finalement Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, a été salué ici lors de ses condoléances au roi et que finalement il est peut-être le personnage de ce sommet parce que aussi il relance les relations algéro-marocaines, que peut-être dans quelques mois la frontière avec l'Algérie va s'ouvrir et que aussi il revient sur la scène politique internationale au niveau diplomatique dans les négociations de paix entre les Israéliens et le monde arabe. Merci Philippe pour ce commentaire. On vous retrouve à la fin de ce journal. Voyons maintenant la suite de l'actualité. La Yougoslavie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence après l'assassinat de 14 paysans serbes dans le village de Gračac, au Kosovo. Par ailleurs, une importante manifestation anti-Milosevic a eu lieu hier soir dans la ville de Niš, dans le sud de la Serbie. C'est le plus important rassemblement de cette sorte depuis la vague de contestation lancée par l'opposition serbe à la fin du mois de juin. Jérôme Boni. L'hymne national serbe, point d'orgue du plus grand rassemblement anti-Milosevic depuis la fin des bombardements de l'OTAN il y a 1 mois et demi. Nous sommes à Niš, 3e ville du pays, particulièrement visée par les frappes. Une des 11 villes dont les élus demandent la démission du président serbe. 25 000 personnes sont venues écouter l'un des chefs de l'opposition, Vuk Drašković. Il était il y a 3 mois encore vice-premier ministre, mais aujourd'hui, il se met haut et fort à l'unisson des manifestants. Nous voulons un changement pacifique de gouvernement. C'est un mouvement pacifique, avec un seul commandant. Et c'est la Serbie avec son intérêt national. C'est dans l'intérêt de la nation que vous partiez. L'intéressé, Milosevic, continue de faire la sourde oreille aux clameurs de la rue qui n'ont pas encore atteint Belgrade. Il avait réuni hier son cabinet après le massacre de 14 fermiers serbes au Kosovo. Dans le reste de la Serbie, il contrôle toujours l'armée et la police. En France, les incendies qui avaient éclaté hier soir en Haute-Corse et en Corse du Sud ont été maîtrisés. 800 hectares ont été détruits. Pour plusieurs de ces incendies, les pompiers parlent d'une origine suspecte. Olivier Théron, Frédéric Besson. La panique, hier, dans la plaine orientale au sud de Bastia. Les flammes qui lèchent les maisons, les habitants évacués et les pompiers en dernier rempart. Toute la nuit, 200 sapeurs se sont relayés pour contenir les flammes. Au centre opérationnel, on gère au mieux, en fonction de l'urgence. Mais pas facile de faire face aux nombreux départs de feu, presque simultanés, et la plupart criminels. Une conjonction de paramètres défavorables, au nombre desquels, bien entendu, le vent, qui était relativement violent, la sécheresse, qui perdure, et malheureusement, un nombre de mises à feu important, impressionnant, au nombre de 30 pour la seule journée d'hier.
qui ont fait qu'effectivement, nous avons à déplorer 800 hectares de maquis et de forêts disparus dans les flammes. Et voilà l'île de Beauté défigurée. Entre Bastia et Île-Rousse, l'incendie criminel a ravagé 500 hectares. Ce matin, les pompiers étaient encore sur le terrain pour sécuriser l'endroit. En cette saison, c'est toute la Corse qui est fragile. La Corse est une zone sensible d'été, vu les conditions météo, le vent et je dirais la sécheresse. Elle sévit depuis un petit moment maintenant. Donc les réserves en eau sont diminuées. Effectivement, avec un peu de vent, ça peut faire du dégât. Alors que les Canadaires sont en train d'éteindre les foyers résiduels, une enquête est ouverte et les gendarmes à pied d'œuvre pour essayer, mais sans beaucoup d'espoir, de retrouver les incendiaires. La ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a été agressée samedi après-midi à Dole, dans le Jura, par 3 hommes se présentant comme des chasseurs. Ceux-ci ont joint l'acte à l'insulte. Dominique Voynet a été frappée. Les 3 hommes ont pris la fuite. La ministre ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Que font 2 Français quand ils sont en même temps dans l'espace? Ils se parlent grâce à une liaison radio. Ok, super. Très heureux de t'avoir en contact depuis l'espace. Quelles sont ces sensations? Tu les retrouves? C'est vraiment sympa. Tu es où là en ce moment? Tu voles au-dessus de quel territoire? Ben écoute, on est en contact par Houston, donc on est en plein centre des États-Unis là. Ok, nous on est vers Sumatra là. Où es-tu? Comment tu vas? Certes, les 2 spationautes français ont échangé des propos simples, mais la conversation fut loin, bien loin d'être terre à terre. Le sport maintenant, et de quoi réconforter les organisateurs du Tour de France. Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, a estimé tout à l'heure sur la ligne d'arrivée que le Tour 99 était un tour de transition comportant une note d'espoir. L'arrivée donc. La dernière étape a été remportée par l'Australien McEwen devant l'Allemand Zabel, réglé au sprint. Lance Armstrong est bien sûr sacré. Nathanaël Derinxin, Alain Poirier. Signe distinctif du supporter américain, il a un petit drapeau dans chaque main. Le temps d'une arrivée sur les Champs-Élysées, le Tour de France fête Lance Armstrong. Pour l'acclamer, ils sont plusieurs centaines venus des États-Unis. Vous aimez le Tour de France? Oui, c'est fantastique. C'est très exciting. Ils sont fiers de leur coureur, n'hésitent pas à le montrer, ni à le faire savoir. Mais n'allez surtout pas croire que seuls les Américains encouragent Armstrong. Je suis infirmière en centre anticancéreux et j'admire son courage et vraiment la façon qu'il a couru. Je trouve ça très beau. Côté espagnol, Miguel Indurain est à l'honneur. Ses supporters lui demandent d'arrêter de manger des madeleines et de revenir courir. Une note d'humour, bien à l'image de cette dernière étape particulièrement décontractée. Du nez rouge de Bourguignon à la pause pique-nique en famille de Michael Sen, les coureurs s'amusent jusqu'aux Champs-Élysées. Là, Morin et Desbiens, 2 Français, s'échappent. L'espace de quelques tours, ils croient pouvoir l'emporter, mais le peloton les rattrape. Comme d'habitude, sur les Champs-Élysées, la victoire se joue au sprint. Pour une fois, Stills et Zabel sont battus par un Australien, Robbie McEwen. Si les coureurs français reviennent bredouilles de ce Tour 99, Richard Virenque, lui, retrouve des couleurs. Le meilleur grimpeur, toujours très applaudi, termine 8e de l'épreuve à 17 minutes 28 de Lance Armstrong. Maillot jaune, mais sur le podium, l'Américain n'a Dieu que pour sa femme et sa mère, accouru pour le féliciter. Lance Armstrong qui sera papa dans quelques mois et qui est donc le vainqueur du Tour de France dans la roue de son compatriote Greg LeMond, 3 fois victorieux. Sans mauvais jeu de mots, il y a là pour l'Amérique un héros positif que son combat contre le cancer, combat victorieux, rend plus populaire encore. Naissance d'un presque mythe, Florent Gautreau, Philippe Deslandes. Dès le premier jour, on aurait dû comprendre. Ce visage émacié, ses dents serrées, ce corps plein de volonté étaient ceux d'un homme qui rêvait de gagner. Dès le prologue, Lance Armstrong s'était dévoilé. Pourtant, la veille au départ au Puy du Fou, l'Américain n'était pas considéré comme le grand favori de l'épreuve. On s'émerveillait déjà de le retrouver là, en pleine forme, après un cancer qu'il avait combattu pendant 2 ans. Car Armstrong dit lui-même qu'il est un miraculé. En 96, alors qu'il est déjà devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire, il apprend qu'il souffre d'un cancer. I was very upset in the beginning because the doctor said, the chances are you are going to die. You know, because if the chances are 51%, then
that's a greater chance than you living. So that's pretty scary. Les opérations et la chimiothérapie ont affaibli l'Américain, qui a pourtant toujours gardé l'espoir de reprendre sa carrière. Et quand il apprend que la guérison est en bonne voie, il met les bouchées doubles à l'entraînement sur les routes du Texas. Il a passé tellement de temps à s'entraîner, à se préparer physiquement, qu'il n'a pas réalisé à quel point cela allait être dur mentalement ou émotionnellement de revenir dans le peloton. Car avant de retrouver les sommets, Armstrong est passé par des moments de découragement. En 98, pour son retour, il abandonne dans la première étape de Paris-Nice, épuisé physiquement et moralement. Mais il s'accroche encore, perd 8 kilos et prépare le Tour 99 avec minutie, en reconnaissant tout l'école des Alpes et des Pyrénées. À Sestrières, il écœure ses adversaires directs avec une facilité déconcertante. Une facilité qui fait naître la suspicion. Depuis le Tour 98, le dopage est dans tous les esprits. Alors, à 6 jours de l'arrivée, Armstrong veut répondre à ses détracteurs. Que puis-je y faire? Je peux seulement clamer mon innocence. J'ai déjà expliqué en public que j'avais vécu des choses que personne ne peut imaginer, que j'avais frôlé la mort. Je ne suis pas idiot, mais c'est vrai que ces rumeurs m'ont troublé. Son autre réponse, c'est 4 victoires d'étape. Cette année, c'est clair, Armstrong a écrasé la course. Les Américains ont trouvé un successeur à Greg LeMond, vainqueur du Tour il y a 9 ans. Ils ont surtout trouvé un athlète hors du commun et un homme doté d'une volonté exceptionnelle. Quand Armstrong vous regarde, vous comprenez pourquoi il gagne. Armstrong qui a donc fondé une association de lutte contre le cancer. Il a empoché aujourd'hui 2 200 000 francs avec l'aide de ses sponsors. C'est au total une somme de près de 7 millions de francs qui sera reversée à sa fondation de lutte contre le cancer. Tentons maintenant un bilan de ce tour. D'abord, gros succès populaire. Sur France Télévisions, en moyenne, chaque jour, il y a eu 4 millions de téléspectateurs pour suivre la grande boucle. Et puis, une note d'espoir, dit la ministre de la Jeunesse et des Sports, qui précise par ailleurs qu'elle a obtenu satisfaction de sa demande auprès de l'Union cycliste internationale en ce qui concerne les analyses de sang pratiquées au début du tour. Apparemment, donc, le tour s'est mieux terminé qu'il n'avait commencé. La guerre de religion entre les conservateurs de cette si palpitante épreuve et les inquiets du dopage n'a pas vraiment eu lieu. Reste le non-dit. Christophe Duchiron. Après 3 semaines de course, la grande boucle s'est bouclée cet après-midi à Paris. Ni renouveau, ni chaos, entre doute et espoir, le bilan du Tour 99 est mitigé. Un flou vélocyclopédique, le tour des ambiguïtés. Écarté par les organisateurs, puis réintégré par l'Union cycliste internationale, Richard Virenque au Puy du Fou. Le jour de la visite médicale, un peloton de radio-télévision déchaîné à ses trousses. C'est la première chute du Tour. Surveillé par les médecins, les coureurs, la presse, le public, Virenque va pourtant réussir un bon Tour de France. Meilleur grimpeur, meilleur Français, chouchou du public, lui qui n'était pas bienvenu sur le Tour, il a prouvé aux organisateurs qu'il était bien là. Toutefois, Richard Virenque demeure toujours sous le coup d'une mise en examen dans l'affaire de dopage des Festina, et sur ce Tour, parmi les coureurs français, il ne s'est pas fait que des amis. J'ai de bonnes relations avec pas mal de Français, mais il y en a certains qui sont pas trop d'accord avec moi ou qui me cassent un peu, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je crois qu'ils devraient plus se préoccuper de leur cas sportivement avant de parler d'autres personnes. Christophe Basson, héros médiatique et simple équipier, figure du Tour 99. Au début, il a dit tout haut tout le mal qu'il pensait du dopage et toute l'hypocrisie qui règne dans le peloton. Est-ce qu'on peut gagner une étape à l'eau claire en étant propre? En ce moment, d'après moi, en costaud, non. Trop fatigué pour continuer. Après 15 jours de déclaration, fatigué d'endosser son costume de monsieur propre, Basson abandonne à Saint-Flour. Pas un coureur du Tour pour le soutenir. Dans le peloton 99, le dopage est encore un sujet qui fâche. On verra plus tard. Voilà. Pour la première fois, plusieurs contrôles sanguins ont été effectués par l'UCI. Verdict, aucun coureur n'a été suspendu, car tous les hématocrites étaient inférieurs à 50%. Le dopage a-t-il pour autant disparu? On peut en douter, d'autant qu'une partie des contrôles n'était pas inopinée. Durant, Helot, Bourguignon et d'autres, pendant ces 3 semaines de course, on a beaucoup vu les Français en cours d'étape. Mais à l'arrivée, qui levait les bras en vainqueur, il n'y eut que des étrangers. De là à dire qu'il y a aujourd'hui un cyclisme à 2 vitesses, sans doute. Le Tour 98 était inquiétant. Le Tour 99 a meilleure mine, mais pas vraiment rassurant. Le Tour de France n'est pas encore tiré d'affaire.
À l'année prochaine. Eddie Irvine sur Ferrari a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 à l'arraché et grâce à une très grande maîtrise technique jusqu'au dernier mètre. Devant les deux pilotes McLaren, David Coulthard et Mika Häkkinen, champion du monde en titre, Irvine se rapproche au classement du championnat du monde. Il n'est plus qu'à 2 points du leader Häkkinen, 44 points contre 42. Musique pour terminer ce journal. Une jeune violoniste anglaise a enthousiasmé les semaines musicales de Tours samedi soir. Chloé Hanslip a déjà joué avec les plus grands. Elle est considérée comme la plus douée de sa génération. Elle a 11 ans. Reportage Geneviève Moll et Michel Levasseur. C'est comme dans le conte du joueur de flûte de Hamelin. Lorsque Chloé Hanslip répète sur les bords de Loire, tous les enfants des environs arrivent. Ils ont à peine quelques années de moins que Chloé, qui va avoir 11 ans. Elle a commencé le violon à l'âge de 2 ans, passe l'équivalent du bac l'année prochaine. C'est une petite fille surdouée, déjà dans l'adolescence. Je n'ai pas beaucoup d'amis, en dehors de mon professeur Zachar Brown. Je n'arrive pas à avoir des amis de mon âge. Et quand j'en ai, ils ont entre 14 et 21 ans. Elle a joué avec Yehudi Menuhin et Maxime Vangerhoff, mais poursuit son apprentissage auprès de Zachar Brown à Cologne. Sa maman a quitté le foyer familial pour la suivre. Mais sa satisfaction, c'est de voir l'enfant s'épanouir. C'est une petite fille très vive et énergique. Elle est douce et tendre. Elle aime les gens et la vie. Et elle aime la musique. Voilà. Aux semaines musicales de Tours, Chloé a déjà remporté un beau succès en compagnie de la pianiste russe Maria Domiena. Elle revient en concert mercredi prochain, toujours à Tours, en l'église Saint-Saturnin. Sérieuse, passionnée, elle n'a jamais fini de travailler dans la joie. Pour terminer ce journal, revenons sur la principale information du jour, à savoir les obsèques du roi Hassan II. Philippe Rochaud, on vous retrouve en direct de Rabat, peut-être pour que vous nous marquiez les 3 ou 4 images, ou en tout cas rencontres importantes de cet après-midi. Oui, je vous disais tout à l'heure que ce qui m'avait frappé, c'était la personnalité de Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Eh bien, il s'est entretenu tout à l'heure avec Jacques Chirac. Ils auraient évoqué le prochain voyage que le président de la République française doit effectuer en Algérie. Une autre image, bien sûr, c'est cette foule qui s'est empressée autour du carrosse qui transportait la dépouille du roi Hassan II, avec son successeur Mohamed VI à l'intérieur et son frère Moulay Rachid. Et puis autre chose aussi, ce sont les hommages finalement au nouveau roi Mohamed VI qui a été rendu ici par toutes les délégations qui étaient venues. On a vu le président Clinton se faire applaudir, on a vu Abdelaziz Bouteflika comme je le disais tout à l'heure, et puis on a vu toutes ces 40 délégations de chefs d'État et de gouvernement défiler ici sur cette esplanade devant le mausolée où Mohamed VI a rendu hommage à son père, le roi Hassan II, et où Mohamed V, le grand-père de Mohamed VI, repose également. Merci Philippe Rochaud pour ce résumé. On regarde maintenant l'essentiel de cette cérémonie en images. Olivier Caroff. Pour Mohamed VI, le nouveau roi du Maroc, c'est maintenant l'heure des condoléances. Devant lui défilent les chefs d'État, ils sont une trentaine à être venus, parmi eux Bill Clinton, Jacques Chirac et la plupart des dirigeants d'Afrique et du Moyen-Orient. Avant l'émotion des puissants, c'est la ferveur de tout un peuple qui a marqué les obsèques du roi Hassan II. Précédé des serviteurs du roi défunt, le cercueil porté par ses proches va mettre longtemps à rejoindre le mausolée où il doit être enterré. Sur le trajet, des centaines de milliers de personnes venues là dès le petit matin pour apercevoir une dernière fois le roi du Maroc. Devant le mausolée que le roi avait fait construire pour son père, Mohamed V, la même foule, la même tristesse. Seule la famille peut entrer dans ce bâtiment de marbre blanc.
Seul Yasser Arafat pourra rejoindre la famille royale dans le mausolée. Journée de deuil, journée d'espoir aussi. Quelques heures plus tôt, à l'aéroport de Rabat, le dialogue s'instaure entre le président algérien Bouteflika et le premier ministre israélien Ehud Barak. Une image qui symbolise le bien le plus précieux que lègue Hassan II à son fils, l'aspiration à la paix. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet, c'est beau. Édition de la nuit plus tard dans la soirée, Ève Mété. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Maurice Druon en direct de Rabat. Maurice Druon était un ami de Hassan II. À 13h, l'édition du journal sera signée par Carole Gessler et Rachid Arabe. À 20h par Benoît Duquesne. Excellente soirée à tous sur France 2. À la semaine prochaine.